Alors la Légion est effectivement considérée à juste titre comme la fondatrice de la ville de Sidi Bel Abbès, qui au départ n'était qu'un simple petit poste de ravitaillement, une simple redoute faite de terre et de baraques en planches de bois, sur un axe principal de pénétration vers le sud de l'Algérie. Un capitaine du génie, le capitaine Prudhon, avait été chargé donc de proposer un projet d'édification d'une ville à part entière, avec toutes les contraintes que ça nécessitait, et c'est la Légion étrangère qui a été employée immédiatement aux travaux d'édification de cette ville qui allait devenir la ville de Sidi Bel Abbès. Le lieutenant Rollet, futur général et premier inspecteur de la Légion étrangère, toujours appelé aujourd'hui le Père Légion, donnera son nom à l'avenue de Tlemcen.
Les quartiers militaires, donc prévus dès le départ dans le projet Prud'hon, permettaient d'abriter un régiment d'infanterie, mais également des unités de cavalerie dans 2 quartiers distincts. Le futur quartier Vienno, qui s'appellera Vienno plus tard, était donc destiné à abriter un régiment d'infanterie, donc une unité de la Légion étrangère. Ce quartier était formé de 2 grands bâtiments parallèles à la place d'Armes, au bout duquel plus tard sera construit le bâtiment d'état-major. Et l'architecture générale de ce quartier correspondait tout à fait à la mode de cette époque. Toutes les casernes de France et de Navarre ont été construites sur le même modèle. Donc de l'autre côté de l'avenue, le quartier destiné aux unités de cavalerie regroupait donc toute l'infrastructure nécessaire à ce genre d'unité, avec des écuries bien sûr, des parcs à fourrage et des bâtiments pour la troupe. Vous vous êtes engagé dans la Légion en quelle année? En 1945, le 10 août. Et après une préparation pour l'Indochine, nous sommes embarqués en janvier 1946 pour l'Indochine. D'où j'ai fait 9 mois en 2 périodes et ensuite revenu sur l'Algérie. Mes fonctions étaient que j'étais affecté au service du BSLE, Bureau statistique et Légion étrangère, jusqu'en 1962. Alors la salle d'honneur de la Légion étrangère a été inaugurée en 1892 et cette salle se voulait dès le départ être un livre d'or, un endroit où se trouvaient exposés, regroupés tous les souvenirs et tous les trophées que la Légion avait pu engranger depuis sa création en 1831. Au fil du temps, bien sûr, au fur et à mesure des nouvelles campagnes, cette salle était devenue rapidement trop petite et allait subir bon nombre d'aménagements et d'agrandissements, principalement en 1931, à l'occasion du centenaire de la Légion, qui avait vu la réorganisation complète de cette salle d'honneur. À l'issue de cette commémoration avait inauguré en 1937 le musée du souvenir, indépendant de cette salle d'honneur. Et dernière en date, la salle d'honneur de 1961, dont l'actuelle salle qui se trouve derrière moi est la copie conforme. Alors tous les grands événements effectivement qui ont jalonné l'histoire de la Légion à Sidi Bel Abbès voyaient également l'application de la ville proprement dite. La première grande manifestation qui a donné lieu donc à une semaine de festivités au niveau de la ville de Sidi Bel Abbès a été la remise de la croix de la Légion d'honneur au drapeau du premier étranger. Quand les fêtes de Cameron donc, sont rentrées dans le calendrier légionnaire, quelques années plus tard, la Légion étrangère, donc chaque 30 avril, commémorait cette fête à l'occasion d'une prise d'armes, et bien sûr la population de Sidi Bel Abbès y était impliquée dans cette fête, puisqu'elle assistait au défilé, à la fois à la prise d'armes du quartier, mais dans le défilé en ville. Et le point d'orgue de ces manifestations a été tout de même la commémoration du centenaire de la Légion en 1931 et l'inauguration du monument aux morts sur la place d'armes du quartier Vienno à Sidi Bel Abbès. La ville Sidi Bel Abbès est une très belle ville avec qui nous avions des relations avec le public, un peu familiales quoi. C'est vraiment le beau pays qu'on regrette. Alors le colonel Gauthier a été une grande figure de la Légion étrangère, mais également
de Sidi Bel Abbès, puisqu'il a été chef de corps du 1er régiment étranger d'infanterie et chef du dépôt commun de la Légion étrangère dans les années 49-50. Et c'est également au colonel Gauthier que la Légion doit la création de sa revue officielle, le journal Képi Blanc, qui depuis le 30 avril 1947 n'a cessé de paraître. Anciennement rue de Tlemcen, puis avenue de la Caserne, le boulevard de la République s'étendait de l'ancien rond-point des 4 horloges à la place de l'âtre de Tassigny. La jeunesse aimait s'y donner rendez-vous chaque dimanche matin. L'intersection la plus célèbre de la cité fut sans conteste ce carrefour, où les 4 horloges furent supprimées en 1945 pour laisser place en refuge de police. Devenue un des plus beaux ornements de la ville, avec ses platanes et ses palmiers, la place Carnot permettait aux enfants d'y jouer et aux adultes de s'y promener et d'y bavarder à l'aise. En plus des concerts qu'on y donnait, cette place fut de tout temps la première salle de bal de la ville, où l'on y dansait en toutes circonstances.
Ce premier marché couvert existait dès la fin du XIXe siècle. Il se situait derrière le théâtre et était le plus fréquenté de la ville. Dans l'esprit des Belabésiens, cette rue très commerçante resta comme une deuxième voie sacrée de la Légion, après celle du quartier Vienno. On appelait place du Monument aux Morts le rond-point situé entre la rue Prudhon et l'avenue Émile Loubet. En fait, cette place portait officiellement le nom de place Georges Clemenceau. La grande attraction avant les années 60, c'était je veux le dire en espagnol parce qu'en français, oui, c'est les rifas. Alors ça voulait dire Les quoi? rifas, eh ben, c'était des billets de tombola qu'on prenait et ils faisaient tourner des roulettes. Je te rappelle. Et vous achetiez des tickets et celui qui chose, ben, il gagnait un lot. Mais le lot était à l'avance présenté. D'accord. Alors suivant l'importance du lot, ben, les gens achetaient plus ou moins des tickets et voilà. Celle des glacis était la plus grande, la plus belle, parce qu'il y avait des manèges pour l'époque, c'était Énorme. magnifique, énorme et sensationnel et émouvant. J'ai en mémoire le sabot, il faisait le tour sur lui-même et pour l'époque c'était quelque chose de sensationnel. La grande roue aussi. Après la Première Guerre mondiale, les fortifications furent démantelées, mais les glacis furent conservés pour augmenter les espaces verts. Le carrefour dit de Patte-d'Oie fut aménagé en un square agréable et prit le nom de place du maréchal de Lattre de Tassigny.
L'édification de ce bâtiment, jugé grandiose pour l'époque, fut à l'origine d'une polémique retentissante due au coût élevé des travaux. D'un aspect extérieur considéré comme très élégant, l'hôtel de ville comprenait 2 immenses salles. L'escalier monumental et les vastes galeries étaient du plus bel effet. Lucien Bella fut maire pendant plus de 15 ans. Il donna un caractère éminemment social à sa municipalité. Il édifia le nouveau théâtre, l'hôpital hospice, le dispensaire, la justice de paix et de nombreuses écoles. L'hôpital qui accueillait la population civile devient l'hôpital militaire sous le nom de Fernand Robert. D'importants travaux permirent la construction de l'hôpital civil, d'un hospice de vieillards et d'une maternité. Depuis 1877, la voie ferrée d'Oran à Tlemcen, prolongée plus tard jusqu'à Oujda, servait Sidi Bel Abbès et les parties septentrionales de la Mekera, tandis que la ligne de l'Alpha parcourait la partie méridionale de la plaine jusqu'à Bodo et Crampel, avec un embranchement à Tapia. Près de 700 familles de cheminots s'installèrent au nord de la ville, près des ateliers et des dépôts de matériel des chemins de fer algériens.
En 1930, 2 chapelles latérales et 2 nouvelles sacristies furent construites afin d'agrandir l'église devenue trop petite. Ceci s'avéra encore insuffisant et il fallut songer à de nouveaux travaux. Belabès posséda alors une église dont l'intérieur faisait l'orgueil des catholiques et l'émerveillement des visiteurs. L'abbé Mas devint aumônier puis directeur de l'école de Senlis. Au départ à la retraite du père Rouchaléou, il fut nommé aux fonctions de curé de la paroisse, poste qu'il quitta après l'indépendance. Grâce à son action, de nouvelles paroisses se créèrent dans les faubourgs ainsi que dans les villages des doyennés. L'inauguration du premier temple eut lieu en 1898. La petite minorité belabésienne de confession protestante se réunissait dans le temple de la rue Billancourt ou à l'église adventiste rue Mogador. La communauté israélite comptait environ 3500 âmes et habitait le quartier des rues Montagnac et Catina dans le centre-ville. La grande synagogue se situait boulevard de Verdun. Je suis née le 17 octobre 1936 à Saïda et à un mois je suis venue à Sidi Belabès. Mon père a été nommé au quartier Vienno. Nous habitions au boulevard Gardini face au lycée La Périne. J'étais à l'école du Mamelon jusqu'à 10 ans, puis après jusqu'à 14 ans à l'école Carnot et après chez les Sœurs Trinitaires. Jusqu'à 15-16 ans quoi, parce que Qu'est-ce que vous avez fait à l'école Trinitaire? j'ai appris à faire la cuisine, à coudre et à prier, parce qu'on faisait que ça aussi.
En plus des nombreuses écoles disséminées dans toute la ville, il y avait à Sidi Bel Abbès 2 écoles primaires supérieures et 2 lycées, la Périne et Leclerc, qui faisaient le pendant à 2 grands établissements libres, Sonis et Fénelon. Mes parents, bon, ben, après, ils m'ont dirigé vers l'école privée de Sonis.
Ah, très où bien. là, Vous êtes resté combien de était temps? tenu par les curés de Bétarame, et c'était un peu plus serré. Les Bélabédiens qui ont connu cette école savent de quoi on parle. Une journée à Sonis. Eh ben, elle commençait déjà, quand on rentrait, c'était par le bonjour. Il fallait dire bonjour à tous les curés qui étaient des professeurs, hein. Ils enseignaient. Bon, c'était le bonjour. Après, les cloches sonnaient, c'était l'aliment, sans un bruit. On rentrait en classe, c'était la prière. Et une fois par semaine, avant d'aller en classe, on allait à la messe. Voilà. L'institution Fénelon, située avenue Foch dans l'ancienne maison des frères des écoles chrétiennes, connut une prospérité remarquable. Le nouveau théâtre municipal de Sidi Bel Abbès fut inauguré en 1935 par le maire Lucien Bella. De style très moderne, son cadre prestigieux devint la fierté de la ville. De nombreuses fêtes de bienfaisance y furent organisées et de grandes vedettes de variété honorèrent la ville de leur talent. J'ai fréquenté le dancing, le club des loisirs. le club de loisirs. Et aussi au centre-ville, j'allais au cinéma, le Vox, le Versailles, l'Empire, l'Olympia. De là, j'allais aussi à la piscine de la Légion étrangère. J'ai souvenir d'un orchestre où j'allais danser de temps en temps. C'est où ma soeur allait avec mon beau-frère. Des fois, il m'emmenait. Ça s'appelait la Joyeuse Harmonie. C'était en direction de la gare. Je ne me souviens pas du nom de la rue. Et elle m'a amené aussi au jardin public aussi. C'était où il y avait de temps en temps où il faisait bal en plein air.
colons, fonctionnaires et rentiers s'étaient installés au faubourg Thiers, dont beaucoup de rues portaient des noms d'écrivains, alors que d'autres rendaient hommage à des villes françaises et à certains pays de l'Empire colonial français. Je suis né au faubourg Thiers, au 15 rue Fédherbe, angle avec la rue Jean Massé. Le métier de mon père était matelassier. Tous les gens venaient prendre rendez-vous où nous habitions pour faire leurs matelas. Et il arrivait à avoir 2 mois de rendez-vous d'avance, tellement il était très demandé. Il y avait un petit matelas bourrelé qui devait faire 40 par 40, qui était fixé en haut du mur à côté du portail de la porte d'entrée de chez nous. Et on faisait en général un matelas en une demi-journée. On mettait une demi-journée pour faire un matelas. Où on battait la laine à la baguette. Il y avait une baguette en bois sur la main gauche. C'est là où on mettait la laine. Et avec une baguette en acier de diamètre 8 et une poignée. Et on frappait sur la laine. Et on ouvrait la laine. Donc on mettait la laine sur un tamis métallique là, et toute la poussière tombait à l'intérieur du tamis. J'avais ma grand-mère qui habitait à la rue de Soleil, la fameuse rue de Soleil que tout Bellavizien qui se respecte connaît. Et ben, j'allais avec mon petit vélo voir ma grand-mère. Et ça, c'était assez rituel. Et j'ai rencontré, j'ai vu celle qui allait devenir mon épouse jouer à la marraine. Et elle avait des cheveux magnifiques, très grands, noirs, d'une beauté. Et en pédalant comme ça, je me dis, cette fille, elle a des cheveux magnifiques, et je la regarde machinalement, comme on regardait toutes les filles. Et il y avait un petit copain qui m'arrête quelques jours après, et il me dit, tu as fait une touche avec la fille de l'épicerie. Mais comme il y avait une très grande discipline, et il fallait être à 7 heures à la maison, elle restait en études. J'avais très peu de temps. Alors, je prends mon petit vélo, je ne savais pas où elle venait, je l'arrête et j'ai dit, bon, tu ne sors pas avec un autre garçon. Alors maintenant, tu vas sortir avec moi. On sortira tous les deux. Et c'est parti. Et on s'est mariés. Voilà, comme c'est. Le quartier s'appela longtemps le village Perrin, avant de s'étendre et de prendre le nom de Faubourg Marceau. C'était avant tout l'avenue Kléber qui régnait avec le boulevard de la Méquera, longeant l'Oued en se faufilant comme lui. Le pont sur la Méquera, dont les crues occasionnaient de nombreux dégâts sur ses abords, fut inauguré le 23 mars 1939. Le faubourg du Mâconnais, le Barrio Alto, était situé au nord-ouest de la gare et du champ de manœuvre avec les rues des Mimosas, des Myosotis, de l'Aubépine,
des églantiers, des caroubiers, en serrant les rues Ampère et Volta. Je suis né le 6 octobre 1942 à Sidi-Babès, à la rue Fénelon. C'est un quartier qui est mitoyen avec le Village-Ginec et le Mabelan. Le quartier de la Marine, c'était un quartier qui était très joli, très bien, où il y avait une très grande ambiance. On était de nombreux habits, il y avait des Garcia, des Fernandez, des Solaires, des Martinez. Et quel bar vous On fréquentiez? fréquentait la place Beraouas, où il y avait le bar de la Marine et le bar de Beraouas. C'est deux grands bars où il y avait la Kémia et tout ça. Alors on se réunissait là. De part et d'autre de l'avenue Émile Loubet et de la route d'Oran se trouvait le quartier de la route d'Oran. Après la voie ferrée, on trouvait le village La Fourmi et la rue de Lesseps. Dans ce pittoresque faubourg, les rues avaient des appellations les plus diverses. Rue d'Austerlitz, du Sénégal, de l'Abattoir, de l'Ambulance, rue Marceau, rue Palestro. Situé à l'est de la ville, le faubourg du Mamelon prit le nom d'Eugène en 1921, à la mort de celui-ci. À l'extrémité nord-est du faubourg étaient situées les cités Sidi Yassine et Mimoun, de construction récente. C'était un quartier d'occidence avec ses villas cossues et coquettes, bordant l'avenue de Bir Hakeim. La vraie limite du quartier était le canal, nom pompeux donné à un ruisseau, pouvant devenir un torrent boueux après les grosses pluies. Roger, vous êtes né à Sidi Bel Abbès. Je suis né à Sidi Bel Abbès, à la vallée des Jardins. La vallée des Jardins, il y avait la Mékéra. Et c'était un petit paradis où on pouvait se livrer à tous les plaisirs de la vie. De grimper aux arbres fruitiers, aller à la pêche, tuer les moineaux, aller chasser, poser des filets, des pièges. C'était un petit paradis. Voilà. Où êtes-vous, tous ceux que j'ai aimés qui formaient ma chère famille? Quand tout enfant parmi vous, à la vie je souriais, où êtes-vous dans mes souvenirs qui s'éparpillent? Dans mes rêves vous revenez si souvent. Je marche à tes côtés dans les vignes dorées, toi mon grand-père qui savais m'écouter, malgré ta surdité tu m'entendais pourtant. Je te revois aux côtés de grand-mère, silhouette fragile et courbée par le temps. Comme je vous aimais tous les deux, mais très chers, je ne pouvais pas souhaiter de meilleurs grands-parents. À mon cœur, vous demeurez ce que j'ai eu de plus précieux. Au milieu de vous deux, j'ai grandi dans ce cher pays. Où êtes-vous, mon village, mes 10 ans, sous quels cieux? Je vous pense chaque jour, mais mes larmes sont taries. En quittant cette terre, nos racines ont péri, et tous ceux que j'aimais, qui étaient ma famille, m'ont quitté eux aussi, ont déserté ma vie. Mon pauvre père les a suivis. C'est la vie.
m'a-t-on dit. Alors de ma famille si chère, il ne reste plus que des souvenirs roses et bleus que j'emporte comme bagage, des images du pays que je ne reverrai plus, des chansonnettes douces qui berçaient mon jeune âge. Il y a longtemps. C'était cela toute ma famille. Alors, la vallée des Jardins était constituée, comme son nom l'indique, de jardins, où étaient implantées, on peut dire, 4 grandes familles. Alors, les Andreux, les Mulettes, les Ambrosinos, et j'avais oublié tout à l'heure, les Galvons. Les Andreux étaient des maraîchers. Les Mulettes, qui étaient composées de 3 familles, vivaient du lait, de la boucherie, tenaient une boucherie au Faubourg-Thiers, et, je veux le dire en argot de là-bas, Pepe et Chion faisaient de l'élevage. Alors mes parents, les Ambrosinos, étaient des horticulteurs, ainsi que mon grand-père, mon oncle Marcel, et le cousin de mon père, Galvan, qui vivait de l'horticulture. On aimait bien aller voir les matchs de foot avec mon père. Et des fois, on se rejoignait avec les cousins aussi, au stade Paul-André, pour voir l'équipe de football, le SCBA. J'avais en mémoire quelques très bons joueurs. Gros, Marion, Cano, Yoyo, il y avait Benyamina, oui. En mars 1949, le premier Tour d'Algérie cycliste d'après-guerre fit étape à Bel-Abbès. Les jeunes filles distribuèrent gerbes de fleurs et baisers. Le régional Antoine Manchon ne fut pas oublié et signa généreusement des autographes. Marcel Cerdan posséda toute sa vie la rare qualité pour un champion de cette race de conserver la simplicité des petites gens. Le 1er novembre 1949, la foule se réunit en deuil devant la maison natale de Marcel Cerdan. Poète, écrivain, mécène, créateur de la Maison du Légionnaire et de la Maison des Aveugles de Bel-Abbès, fervent apôtre du rapprochement franco-musulman, il ne cessa jamais d'œuvrer pour une parfaite cohabitation entre les deux communautés. D'origine plus que modeste, il fut nommé à 27 ans maître de conférences, puis professeur à la Sorbonne.
Moi je ne peux ni ne veux l'effacer, le pays de mes racines. Nul ne peut pardonner et gommer un passé empiété. Et aujourd'hui encore je pense à cet été-là, celui de 62, terrible et cruelle souricière, où nous étions jetés, trahis, en ruine. Après les grands désordres, j'écoute la mer encore. Dans mes rêves, je m'offre l'illusion de renaître au pays de Moussa.